Ok, donc je vais y aller. Merci beaucoup d'être là pendant les vacances de la Toussaint. Enfin bon, moi j'ai plus de contraintes de vacances scolaires. Et en tout cas, merci d'être là. Désolé du retard. Olivier me demandait si c'était à cause de la dette grecque que j'étais en retard. Je ne vois pas le rapport, mais bon. Non, je suis retrouvé coincé dans une petite rue par une livraison. Et bon. Alors, heureusement, ça roulait bien parce que j'ai perdu un quart d'heure maintenant. Donc, sans plus attendre, je vais recommencer donc cette année à vous parler de modèles de type de jeu à champ moyen, à ceci près que je vais peut-être regarder, je vais même sûrement regarder tout un tas de questions qui sont reliées au jeu à champ moyen, mais dont je vais à chaque fois essayer d'isoler des classes particulières de problèmes qui vont d'ailleurs au-delà des jeux à champ moyen et qui, je pense, présentent un intérêt mathématique, voire scientifique en elles-mêmes. Et donc, pour commencer aujourd'hui, comme échauffement, je vais prendre une équation très très simple. Et pendant 2 heures, je vais vous dire, et peut-être même ça prendra plus de 2 heures, tout ce que je sais d'elle et tout ce que je ne sais pas d'elle. Donc, de quelle équation s'agit-il? C'est une équation très simple, qui effectivement est un cas très très particulier de jeu à champ moyen, mais le point n'est pas là. Donc, de quelle équation s'agit-il? Il s'agit d'une équation quadratique, système hyperbolique du premier ordre, et qui est tout bêtement donnée par l'équation comme ceci. Donc, il est difficile d'écrire quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais préciser les notations dans un instant, mais U est une fonction donc de x t qui se trouve être, disons, dans R, allez, n, petit n, croît 0 l'infini, étant entendu que le temps peut être amené à être sur un intervalle borné, ça c'est des choses classiques pour des problèmes de Cauchy, et à valeur dans Rn, donc c'est bien une fonction vectorielle. Bien. Quand j'écris U point grade, c'est évidemment le champ de vecteur U, c'est-à-dire que ça correspond à écrire la somme sur J des UJ de x et de t, d sur dxj. Voilà l'opérateur dont il s'agit. Et donc, on veut que ceci ait lieu pour la fonction vectorielle U, c'est-à-dire pour chacune de ses composantes, de sorte que si vous voulez écrire avec des coordonnées, l'équation prend cette forme. Et donc, vous voyez que pour chacune des coordonnées, vous avez une équation dite de transport. Le transport se fait par un champ de vecteurs qui est le même pour chacune des coordonnées et qui est la fonction vectorielle inconnue elle-même. Bien. Alors, ceci est un problème de Cauchy. Dans l'espace tout entier, on va se donner une condition initiale connue, U0 de x, dont on sera amené à discuter la régularité. Ça, c'est un point qu'il faudra évoquer. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça? Je l'ai déjà indiqué, c'est un cas très particulier de jeux à champ moyen. Et au-delà des jeux à champ moyen, on s'est rendu compte que ces systèmes hyperboliques étaient, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, étaient des outils très naturels de modélisation de type self-consistent, comme on dit en anglais, et qui vont même au-delà des jeux à champ moyen, qui sont des outils de modélisation économique et financière extrêmement utiles. Et donc, nous avons pas mal d'applications qui vont à des aspects de modélisation de prix du pétrole jusqu'à une modélisation assez fine d'un carnet d'ordre sur une place boursière. Alors, le point n'est pas là, je vais vraiment me concentrer sur des aspects mathématiques ici. Donc l'équation a lieu dans l'espace tout entier, la condition initiale est supposée connue sur l'espace tout entier, et donc les questions que l'on va se poser sont les questions traditionnelles. Que peut-on dire de cette équation? Quand est-ce que le problème est bien posé, etc., etc., etc. Existence, unicité, régularité, choc, il y aura des chocs, qu'est-ce qu'on peut dire globalement lorsqu'il y a des chocs, etc., etc. Bien. Alors, pour commencer, quelques rappels. Alors, tout d'abord, en dimension 1, il s'agit d'écrire, j'écris maintenant un petit u pour bien insister sur le fait que c'est la dimension 1,
il s'agit simplement de cette équation, c'est-à-dire de l'écriture sous forme non conservative de ce qui est essentiellement, donc c'est semblable en tout cas, c'est la solution régulière, de ce qui est essentiellement l'équation de Burgers à 1,5 près. Traditionnellement, on écrit l'équation de Burgers sans le 1,5 devant le U carré, mais vous faites un changement d'échelle, le 1,5 ne compte évidemment pas. En U, en X, en T, tous les changements d'échelle vous permettent d'éliminer le 1,5. Bien, alors donc ça c'est Burgers. Que sait-on là-dessus? Bien, on sait que, et on sait même exactement que si vous avez une condition initiale qui est, disons, bornée, même si elle est régulière, en temps fini, un choc apparaît. Tout ça, je voulais rappeler les autres années. Une onde de choc apparaît, une discontinuité de U apparaît en temps fini, essentiellement tout le temps, sauf dans le cas très particulier où la condition initiale est croissante. C'est le seul cas particulier où il n'y a pas de choc qui apparaît. L'idée étant tout simplement que vous avez un profil U et vous êtes en train de le déplacer à une vitesse qui est proportionnelle à la hauteur. Donc le point qui est là, ce point-là, vous le déplacez à la vitesse qui est donnée par la hauteur de cette fonction, ce point-là. Bon, bien, il est clair que si vous prenez ce point-là et ce point-là, celui-là va se déplacer avec une petite vitesse, hein, mettons que, et celui-là va se déplacer à une plus grande vitesse, donc il va rattraper. En rattrapant, ça va créer une marge d'escalier, une discontinuité. En revanche, si vous êtes tout le temps monotone, eh bien, les vitesses sont de plus en plus grandes lorsque vous vous éloignez, et donc vous étendez la courbe, mais jamais de choc, jamais de mur vertical va apparaître, jamais de discontinuité vont apparaître. Donc c'est ça, c'est la petite motivation qui explique qu'il y a, je vous le rappelle, donc toujours choc en temps fini. Sauf si, et seulement si, dans le cas où U0 est croissante. Bien. Alors, néanmoins, on sait définir des solutions globales faibles, en tout cas pour cette équation conservative, sous forme loi de conservation, et là, on sait définir des solutions dites anthropiques. Donc ça remonte à Khrouchkov, Oleinik, Lax, enfin, des choses tout à fait classiques sur les systèmes, sur les lois de conservation scalaires, en plus qui plus est unidimensionnelles. Alors, un deuxième rappel en dimension quelconque, qui est en fait une généralisation du rappel précédent, et là, c'est des choses que j'avais évoquées dans le cours l'an dernier, c'est que si par hasard U0 est donné par le gradient d'une certaine fonction réelle, donc phi0 est à valeur de Rn dans R, donc si c'est un gradient, ce qui est un cas évidemment extrêmement particulier sur la condition initiale, eh bien, si U0 est donc, disais-je, un gradient, alors on peut chercher U égale gradient phi et formellement solution de l'équation qui m'intéresse, je vais lui donner un nom, étoile, 2 étoiles, si phi résout l'équation d'Hamilton-Jacobi de type eikonal suivante, dφ sur dt plus 1,5 de gradient phi carré égale à 0, avec bien entendu phi en t égale à 0 égale à phi 0. Alors, que dire là-dessus? Eh bien, on sait beaucoup de choses sur cette équation de Hamilton-Jacobi de premier ordre. En supposant, par exemple, que phi0 est lipschitzienne, pour simplifier. Alors, on sait qu'il existe une unique solution Lipschitz en x, quel que soit le temps, uniformément en temps borné. Il existe une unique solution Lipschitz en x, dite solution de viscosité, et qui est en fait donnée par la formule suivante. Qui est donné donc par la formule phi de x et de t égale l'inf sur tous les y
de phi 0 de y plus 1 sur 2t de x moins y carré. Donc cette formule d'optimisation qui correspond à l'interprétation contrôle optimal ou calcul des variations de l'équation de Hamilton-Jacobi. Et étant donné que là, il n'y a pas de dépendance en x dans l'équation, c'est vraiment essentiellement le principe de Fermat qui vous dit que le trajet le plus court, c'est la ligne droite, d'où le fait que vous voyez apparaître des x moins y au carré comme étant la meilleure manière de se déplacer de x à y. Bon, peu importe, ce sont des choses qui sont bien connues. On peut d'ailleurs voir sur cette formule que lorsqu'il n'y a pas un y unique, en général, même si phi 0 est régulière, ça n'entraîne pas que phi soit régulière pour tout temps. Dès que vous avez éventuellement des pertes d'unicité du minimum ici, eh bien, vous pouvez avoir un problème de différenciabilité de la fonction. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des chocs sur gradient phi. Hein, regardez, c'est bien complètement compatible avec l'idée que l'on a en dimension 1 de choc sur U, et U, c'est gradient phi. En dimension plus grande, ça reste vrai, choc sur gradient phi, en général, sauf si... Alors, quand je dis sauf si et seulement si, c'est bien entendu si vous voulez ne jamais avoir de choc, parce que si vous partez avec une solution régulière pendant un certain temps, on le voit d'ailleurs avec le schéma ici, c'est que pour créer une discontinuité, pour que ça se redresse et devienne vertical, ça prend un peu de temps. Ça ne va pas se faire instantanément. Donc quand je dis si et seulement si, c'est évidemment lorsque je demande à ce qu'il n'y ait pas de choc pour n'importe quel temps. C'est-à-dire que ça reste régulier pour tout temps. Donc choc sur gradient phi en général, sauf si et seulement si, bien phi 0 est convexe. Donc ça, c'est une extension du cas de la dimension 1, parce qu'évidemment, phi 0 convexe, ça veut dire que la dérivée est croissante, et donc c'est à nouveau complètement compatible avec ce que l'on vient de voir. Et le dernier rappel que je veux faire, toujours dans le cas n quelconque, mais avec une donnée initiale qui n'est pas nécessairement un gradient, c'est le cas où U0 est un opérateur monotone. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu l'an dernier. On sera réamené à reparler de ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines dans un cadre beaucoup plus général. Évidemment, la monotonie en dimension 1, c'est la croissance. La monotonie en dimension quelconque, lorsque vous avez un gradient, le gradient d'une fonction convexe, c'est par définition un opérateur monotone. Je vous rappelle ce que c'est un opérateur monotone. Un opérateur monotone de Rn dans Rn, c'est un opérateur A, tel que chaque fois que vous prenez 2 points, eh bien, l'accroissement des images par A fait un angle aigu par rapport à la différence des points. Donc, je dis angle aigu et je n'ai pas écrit la conclusion. Ce qu'il faut pour que ce soit monotone, c'est ça. Bien, alors si U0 est monotone, et disons, on va faire simple, borner Lipschitz. Par exemple, donc ça c'est un exemple, alors il existe une unique solution U, monotone, bornée, Lipschitz. Alors ça veut dire Lipschitz en X, uniformément en T borné. Et en fait, si U0 est régulière, si de plus U0 est régulière, ça entraîne que U est régulière pour tout temps. Donc c'est un cas qui généralise le cas des gradients de fonctions convexes, dans lequel effectivement il y a propagation de la régularité. Je démontrerai des résultats comme ceci, je redémontrerai des résultats comme ceci dans un cadre beaucoup plus général que celui de l'an dernier. Donc je ne vais pas le refaire aujourd'hui, même si je vais vous refaire une démonstration très très simple de ce genre de choses, basée sur essentiellement des formules explicites, de façon à comprendre de quoi il s'agit. Alors donc voilà la fin de ces brefs rappels. Évidemment, la question qu'il est naturel de se poser, c'est quelle est la classe de données initiales pour laquelle il n'y a pas de choc,
Parce que dans les deux cas précédents, dans les deux cas particuliers, je vous ai à chaque fois dit si et seulement si. En dimension 1, pour Burgers, il n'y a jamais de choc dans le cas et uniquement dans le cas où U0 est croissante. Pour Hamilton-Jacobi, il n'y a pas de choc, on garde la régularité dans le cas et uniquement dans le cas où la donnée initiale est convexe. Quid de cette équation? Est-ce que c'est le cas monotone, qui est le seul cas de propagation de la régularité? Eh bien, la réponse est non. Et donc, on va regarder ça avec une remarque qui nous a profondément troublés et qui nous a amené donc à nous poser tout un tas de questions tout à fait logiques sur ce problème-là. Alors, cette remarque, c'est que le résultat de monotonie dont je vous parle, en fait, je peux aussi l'appliquer à d'autres équations avec f de v gradient v. Donc, il y a des hypothèses, mais j'élimine les hypothèses techniques. Mais grosso modo, ce qu'on a vu, c'est que si f était monotone et v0 est monotone, alors il y a essentiellement propagation de la régularité. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut un petit peu plus que de la monotonie pour l'un des deux. Mais ça, on reverra ça vraiment en détail cette année et il faudra lui tordre le cou complètement. Et je ne l'ai pas fait l'an dernier et je ne le savais pas l'an dernier. Donc là, il va falloir... donc je mets ça entre parenthèses pour simplifier, entre guillemets, pour simplifier la présentation. Mais propagation de la régularité, donc ça, c'est essentiellement vrai. Par exemple, si vous supposez que V0 est strictement monotone, au sens où sa matrice jacobienne est définie positive en chaque point, et même uniformément définie positive, alors cette propagation de la régularité est vraie. Mais on verra des choses beaucoup plus générales que ça. C'est pas le problème. Bon, donc ça, c'est la remarque pour l'instant. Ça n'a rien de troublant, ça n'a rien à voir avec le problème qui est là. Donc f, c'est une fonction de Rn dans Rn. Mais simplement, vous apercevez que si vous posez u égale f de v, qui est certainement régulier, puisque c'est la composée de deux fonctions régulières, hein, si tout est régulier, eh bien, si vous regardez u égale f de v, quelle équation ça satisfait? C'est l'équation du sur dt plus u grade u égale à 0. Ça résout l'équation étoile. Résout étoile. C'est la règle de dérivation des fonctions composées. Ah, donc là, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il y a quelque chose d'un peu bizarre parce qu'on se dit que si on se sert d'autres équations, donc il y a toute une géométrie compatible par changement de fonctions inconnues pour ces équations. Je reviendrai là-dessus dans des cadres beaucoup plus généraux. Mais en tout cas, ça nous apprend plein de choses. C'est que d'abord, si on résout d'autres équations, ça donne implicitement sur les flux des solutions de Burgers. Il y avait des remarques comme ça pour les lois de conservation scalaire, mais comme il y a des chocs, c'est inutilisable. Et que si on est en dimension 1, la composée de deux fonctions croissantes, c'est une fonction croissante. Donc on n'apprend rien. En revanche, si vous êtes en dimension supérieure, la composée de deux applications monotones, c'est pas monotone. Regardez, prenez un cas très particulier. J'aurais besoin de... Vous êtes dans le plan, et comme opérateur, vous prenez une rotation. OK ? Une rotation, quelque chose de monotone, je peux toujours dire que mon point, c'est sur cet axe. Une rotation monotone, c'est une rotation qui fait un angle aigu. Ça, c'est une rotation monotone. Si vous faites un angle, vous prenez une rotation qui dépasse 90 degrés, c'est plus un opérateur monotone. Si vous composez deux rotations monotones, vous avez droit à deux angles aigus, mais la somme de deux angles aigus, ça peut être un angle obtus. Et donc, la composée de deux applications monotones en dimension supérieure, ce n'est pas en général monotone. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une classe de données initiales pour lesquelles il y a propagation de la régularité, c'est-à-dire qu'il existe une unique solution régulière du problème étoile,
qui est la classe des U0 qui sont de la forme F rond, je vais l'écrire comme ceci, F0, avec F monotone, c'est une drôle manière d'écrire, mais c'est pour rester compatible, plus epsilon. On n'a pas tout à fait droit à des rotations de 90 degrés, donc c'est pour ça que il y a juste des cas marginaux sur lesquels on sera amené à se replonger où la propagation de la régularité est moins claire. Et donc là, lorsqu'on fait cette remarque, d'abord, on réalise que la bonne classe de conditions initiales pour la propagation de la régularité, c'est beaucoup plus que les fonctions, les opérateurs, les fonctions monotones, vectorielles. Et on a un exemple avec la composition de deux fonctions monotones. Et évidemment, là, on se pose la question, première question, qui est la bonne classe de régularité. La bonne classe de régularité. Première question. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des chocs? Alors, sur la première question, on va avoir 90% de la réponse. Sur la deuxième question, je vais vous donner uniquement des exemples. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je considère que c'est une question absolument passionnante. On est en train d'ailleurs de lancer des simulations numériques pour voir si globalement il y a des stabilités parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, solution forte, solution régulière et quid des solutions faibles. Donc, voilà le programme aujourd'hui. Donc ça, c'était, je dirais, le démarrage. On a obtenu une classe très particulière de données initiales pour lesquelles il y a propagation de la régularité, pas d'apparition de choc. C'est un peu surprenant, mais ces équations vont se révéler avoir une structure mathématique assez riche et qu'on va essayer de décortiquer petit à petit. Bon, OK. Quand on connaît tout l'intérêt comme prototype de problème de l'équation de Burgers ou des équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, ce n'est pas tellement surprenant que ces équations soient pas totalement inintéressantes. Hein. Ce n'est pas une surprise monumentale. Enfin, ça fait plaisir quand même de se retrouver face à des questions amusantes. Après tout, on est payé pour s'amuser hein, quand on fait de la recherche. Oh, pardon. Non, on fait des choses très importantes et très sérieuses. Donc, le point suivant, ça va être en fait de tricher, c'est-à-dire de se dire, oh, bah ici, on va avoir des formules explicites. Donc, de façon à avoir quelques réponses. Formule explicite. Donc il y a une première remarque que je voudrais faire, c'est que je voudrais avoir un modèle beaucoup plus simple. Encore que cette équation très très simple, même si ce que l'on a vu est déjà assez général. Alors, donc, pour commencer, 3.1, le cas linéaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle le cas linéaire? C'est que j'appelle le cas linéaire le cas où la donnée initiale, c'est A0 fois X. Bon. Eh bien, je peux bien entendu chercher une solution sous la forme linéaire, c'est-à-dire U égale AX, et vous vous rendez compte très simplement que l'équation qui est en haut devient simplement A point plus A carré, au sens des produits de matrice, égale à 0. Ben, regardez, vous avez A point X. Ici, le gradient de U, ça va vous faire un A, et puis ici, vous avez AX, vous faites attention à l'algèbre, et c'est exactement ce qu'il faut. Okay. Bon, je peux le faire rapidement. Donc, on est en train de parler de AIJ point XJ. Donc, plus U alpha, c'est-à-dire U alpha K XK,
d sur dx alpha. Donc j'étais en train de parler de UI, c'est-à-dire un AIL XL. D'accord? Donc, égal à 0. Ça vous donne donc IJ.XJ plus A alpha K XK, ça je le laisse. En fait, j'aurais dû utiliser J, mais peu importe. Et là, vous voyez que vous prenez le AI alpha et vous reconnaissez bien ici la contraction du terme IK de la matrice à carré. Et donc, vous voyez bien que c'est bien l'équation matricielle que j'ai écrite à la ligne au-dessus. Donc, je n'ai pas triché, il n'y a pas de transposition cachée, c'est le vrai carré. A point A plus A2 égale à 0. Alors, l'apparition de choc pour des cas linéaires, dans des cas linéaires, vous ne pouvez pas avoir de choc. Hein, ça, c'est des choses assez évidentes. La seule manière dont un mur vertical peut apparaître dans un truc linéaire, c'est que la matrice explose. Donc, l'analogue pour le cas linéaire des chocs, c'est l'explosion en temps fini. Donc, l'analogue de la question que je posais, c'est pour quel A0 il n'y a pas d'explosion en temps fini. Quand vous avez une équation avec un carré, vous savez bien, quand vous avez une équation avec un carré, vous savez bien que vous risquez d'avoir une explosion pour cette équation différentielle ordinaire. En dimension 1, je reviens toujours aux exemples précédents pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. En dimension 1, vous connaissez le résultat. Si vous êtes négatif, ça va exploser en temps fini. Vous changez de signe par rapport à point égal à 2. Tandis que si vous êtes positif, vous avez une solution pour tout temps. Ça, c'est exactement, si vous êtes positif, c'est une fonction croissante, si vous êtes négatif, c'est une fonction décroissante, et il y a explosion. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est les fonctions convexes. C'est quoi pour les fonctions convexes? C'est dire que vous avez un gradient. Un gradient, c'est une matrice symétrique. C'est de se poser cette même question pour ces matrices symétriques. Pour des matrices symétriques, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez diagonaliser cette équation. Vous prenez la base qui est diagonale à 0 et vous êtes ramené vecteur propre par vecteur propre à l'équation en dimension 1. Et donc vous voyez que si la matrice a une valeur propre négative, il y a explosion. Tandis que si toutes les valeurs propres sont positives, ça marche. Alors ça, je vais quand même l'écrire. Donc, dans le cas symétrique, ça vous dit que pas d'explosion, si et seulement si toutes les valeurs propres de A0 sont strictement positives. Donc, si vous vous restreignez à l'ensemble des matrices symétriques, c'est d'ailleurs intéressant de se dire quand est-ce qu'il y a explosion ou pas. Parce que si vous dites, grosso modo, quand vous prenez une valeur propre, j'ai une chance sur 2 qu'elle soit positive ou négative, comme vous avez n tirages à faire, au hasard avec une notion de probabilité un peu vasouillarde, ça vous dit que trouver une matrice symétrique positive en dimension n, vous avez 1 sur 2 puissance n chance de l'avoir. Donc c'est de plus en plus rare. C'est d'ailleurs un phénomène bien connu. C'est comme les fonctions convexes, c'est de plus en plus mince quand la dimension augmente, en un sens un peu vague. Donc la probabilité est de plus en plus faible. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de chances que ça explose dans le cas symétrique. Et on va avoir une grande surprise, c'est que si on sort du cas symétrique, la situation s'inverse. Je ne sais pas que ça devient de plus en plus, mais ça reste stable à une chance sur 2. Alors, comment on comprend ce genre de choses? La première remarque, c'est qu'il faut sortir du cas symétrique. Alors, déjà, on observe que le cas monotone, comme je vais faire un cadre plus général, fonctionne. C'est si A0 est une matrice positive sans être symétrique, d'ailleurs positive ou nulle suffit, alors il n'y a pas d'explosion. C'est déjà moins évident. Pas d'explosion.
c'est fondamentalement un cas particulier de ce qu'on a vu précédemment. Mais ce n'est pas tout à fait évident parce qu'on ne peut pas vraiment, comment dire, diagonaliser. Ça ne marche pas. En général, ce n'est pas nécessairement diagonalisable, tout bêtement. Alors, on pourrait s'en tirer par les arguments de densité, mais enfin, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment autant le cas symétrique, c'est le cas de la dimension 1 après diagonalisation, et là, on voit bien que ça commute bien avec les diagonalisations, mais là, c'est un peu plus compliqué. Alors, on peut s'en tirer par des analyses matricielles relativement simples, mais il y a un petit argument à faire. De toute façon, je ne vais pas le faire, parce que la remarque précédente que je viens de faire, c'est que c'est encore OK si A0 est de la forme B0, C0, avec B0 positif ou nul, ou C0 positif ou nul. Pas d'explosion. Là encore, il faudrait le démontrer, parce que ce n'est pas exactement le cas que j'ai regardé, mais j'y reviendrai dans un instant. Et donc, là, on commence à avoir un truc un peu bizarroïde, qui est l'ensemble des matrices qui peuvent se factoriser comme un produit de deux matrices monotones, pas nécessairement symétriques. Bon, alors j'identifierai ce que c'est dans cet ensemble de matrices dans un instant. Enfin, j'identifierai, je ne vais pas vous faire tous les détails sur les formes de Jordan et tout, mais il va falloir faire un peu de factorisation de matrices. Alors ça, c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent. Bon, maintenant, on aimerait bien comprendre ce qui se passe et tordre le cou à cette équation. Alors, il y a une observation, et j'expliquerai cette observation dans un cadre beaucoup plus général. C'est absolument pas miraculeux. On va un tout petit peu tricher. On va se dire, bon, le spectre, le noyau de A, c'est pas vraiment un problème, parce que sur le noyau, on a une équation qui bouge pas. Sur la partie noyau, une équation qui bouge pas. Il n'y a rien, tout vaut zéro, donc ce n'est pas absolument folichon. Donc d'une certaine manière, cette équation d'opérateur, on peut éliminer la partie du spectre de A0 et travailler sur le reste. Alors travailler sur le reste, fondamentalement, je triche un peu parce que on change d'espace quand on fait ça, mais fondamentalement, c'est dire qu'on peut penser que A0 est inversible. Je fais cette hypothèse. Donc si A0 est inversible et que je cherche une solution très particulière sous la forme et que je cherche l'équation satisfaite par A-1. Je vais appeler grand X. Ah, non, pas terrible, grand X. D. Pourquoi D? I. Non, toujours pas. F. Et on va t'envoyer à l'hôpital, tu as une salle de tout, hein. À ta place, Olivier, je changerai de... je m'écarterai. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par explosion? Oh, explosion, c'est simplement de dire que donc pour une équation comme ceci, ce que l'on sait, la théorie générale des équations différentielles vous dit qu'il existe un temps t0 éventuellement infini, tel que pour lequel il existe une unique solution A de cette équation sur l'intervalle 0t0. Et si t0 est fini, alors la norme de A de t, une norme matricielle quelconque, elles sont toutes équivalentes, tend vers l'infini quand t tend vers t0. Donc c'est simplement dire que la norme tend vers l'infini en temps fini de la bonne solution. Donc en dimension 1, si vous prenez x point égale x2, la solution, sauf erreur de ma part, doit être 1 sur x0 plus t. Ouais. Si x0 est la condition initiale, et vous voyez bien que si x0 est positif ou nul, la solution est bien définie pour tous les temps. Il doit manquer quelque chose là, parce que ça c'est pas la bonne condition. Donc c'est x0, c'est 1 sur x0 ici, et donc c'est 1 plus x0t et x0 en haut. Voilà la bonne solution
x0 divisé par 1 plus x0t. Donc si x0 est positif, eh bien il n'y a pas, positif ou nul, il n'y a évidemment pas d'explosion. La solution reste bien définie pour tout temps. Tandis que si x0 est négatif, x0 égale moins 1, eh bien ce que vous avez ici, c'est moins 1 moins t. Et vous voyez qu'en partant de t égale à 0, il y a une solution, mais en t égale à 1, ça part à moins l'infini. Il y a explosion en temps 1. Donc voilà ce qu'on appelle l'explosion. C'est-à-dire le fait que la solution part à l'infini en temps fini. Oh, alors, si je pose A-1 égale F, c'est vraiment pas terrible ça, mais enfin bon, peu importe. Quelle équation a-t-on? Alors, on a écrit que AF est égal à l'identité, et on dérive ça par rapport au temps. Donc ça fait A.F plus AF point égale à 0, de sorte que F point est égal à moins A-1, A point, F qui est lui-même A-1. Et qu'est-ce que c'est un moins A point? C'est A2. Donc ça fait A-1, A2, A-. Et ça fait donc la matrice identité. OK? C'est exactement le même calcul qu'en dimension 1. Hein. Simplement, vous le faites du point de vue matriciel. Et donc, vous apercevez que F est donné par F0 plus T fois l'identité. Ce qui veut donc dire que A est donné par quoi? Est donné par F0, c'est-à-dire A0 moins 1, plus T fois l'identité moins 1. Hein, c'est pour ça que j'ai écrit les choses avec le 1 sur x0. Hein. C'est exactement la même résolution qu'en dimension 1. Alors ça, on peut le réécrire maintenant pour ne pas avoir à supposer que A0 est inversible. Et donc, si vous factorisez A0 moins 1, bon, vous pouvez le mettre du côté que vous voulez, mais je préfère le mettre comme traditionnellement, l'écrire I plus T A0 moins 1, plus T A0. Oui, moins 1 fois A0. Vous factorisez A0 moins 1, ça vous fait l'identité plus T fois A0. Le A0 moins 1, vous le sortez du moins 1, ça vous fait A0, en renversant l'ordre. Ça, c'est si vous factorisez à gauche. Vous pourriez factoriser à droite, auquel cas le A0 se retrouverait à gauche. Évidemment, ces deux matrices commutent, donc il n'y a pas de souci. Alors ça, ce sont des choses bien connues. Hein. En analyse convexe, en opérateurs monotones, ça s'appelle dérégulariser du Yoshida, ça. Hein. Bon, on reviendra là-dessus dans un instant. Alors maintenant, on peut oublier, et en fait, on a une formule tant que ceci est inversible, ben voilà la solution. Ce bazar-là, on peut le vérifier maintenant, résout l'équation. Pour t petit, c'est toujours inversible, puisqu'on part de l'identité. Et donc, dire qu'il y a explosion en temps fini, c'est simplement dire qu'éventuellement, il y a un temps en lequel ceci cesse d'être inversible. C'est donc totalement explicite. Voilà la solution maximale au sens qui existe sur un temps d'intervalle maximal, au bout duquel, s'il est fini, la norme tend vers l'infini. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? La norme va tendre vers l'infini si d'aventure t s'approche d'une valeur où ceci n'est plus inversible. Donc, la bonne classe pour être sûr qu'il n'y a pas de choc, pas d'explosion, c'est-à-dire que cette formule a un sens pour tout temps. La bonne classe, c'est l'ensemble des matrices à 0, telles que quel que soit t positif, I plus t à 0 soit inversible. Ben ça, vous voyez, qu'est-ce que c'est cette classe? Vous voulez que le spectre de A0, donc la conclusion, vous voulez que le spectre de A0, donc dans le plan complexe, ait une intersection vide avec les réels négatifs.
Parce que ça veut dire que moins 1 sur t ne sera jamais une valeur propre pour aucun t. Ne sera jamais un élément du spectre pour A0. Et donc, le machin est inversible, et c'est ainsi et seulement si. Alors ça, c'est une question, c'est assez rigolo sur les matrices. Hein. Il y a différentes caractérisations de cet ensemble de matrices. C'est un truc un peu bizarre, cette condition, parce que quand on la voit comme ça, on a un peu la tentation, hein, parce qu'on pense au plan complexe, et on se dit, dans le plan complexe, j'élimine la demi-droite des réels négatifs, ben, le reste est dense. Alors on pourrait se dire, c'est dense. Non, pas du tout. C'est pas dense, parce que déjà, si vous êtes en dimension impaire, vous avez au moins une valeur propre réelle, et dès que vous avez au moins une valeur propre réelle, pour cette valeur propre, vous avez une chance sur 2 qu'elle soit positive ou négative. Donc déjà, vous voyez qu'en dimension impaire, c'est moins d'une chance sur 2. Mais c'est grosso modo une chance sur 2 à peu près, quelle que soit la dimension. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Je me suis amusé à faire quelques calculs algébriques pour comprendre de quoi il s'agit. Et c'est en tout cas un très gros ensemble qui ne se réduit pas avec la dimension. Enfin, qui ne se réduit pas, il évolue avec la dimension, mais il ne se réduit pas comme une peau de chagrin exponentiellement vite, comme les matrices symétriques positives. Donc là, de sortir du cas symétrique, ça nous laisse beaucoup plus de solutions sans explosion. Ça donne plus la possibilité de tourner, hein, grosso modo, c'est ça. Hein. C'est que le cas symétrique, on va finir par avoir des directions dans lesquelles on va avoir des distorsions, des élongations très fortes, tandis que tourner à toute allure, c'est pas grave. Alors, donc ça c'est la réponse, on est basé sur la solution explicite. C'est un peu triché parce qu'il n'y a pas d'analyse là. Alors on se dit dans un remarquable élan de foi mathématique, on se dit, est-ce que cette classe-là, ça ne serait pas la même que celle-ci? Parce qu'au fond, on prend à nouveau l'exemple des rotations, hein, tout à l'heure. La composée de 2 rotations d'angle aigu, ça me donne toutes les rotations, sauf pile celle qui va pointer du côté qui va être moins l'identité, hein, c'est-à-dire la valeur propre réelle négative. Hein. Alors, entre ce cas-là de rotation, où il y a un seul paramètre, et puis des matrices quelconques, il y a un saut... Et donc, j'étais un peu sec, et puis à Chicago récemment, Louis Sylvestre m'a fait une remarque en me disant, non, mais tu peux changer de base. Louis Sylvestre a fait une observation tout à fait intelligente qui permet effectivement de vérifier que cette classe est équivalente, dire qu'une matrice un spectre qui ne touche pas les réels négatifs, c'est équivalent à dire que A0 peut se factoriser sous la forme de B0, C0, avec un B0 positif ou nul, C0 positif ou nul. C'est la même chose. Et vous pouvez d'ailleurs en prendre au moins une strictement positive. Alors, il n'y a rien d'évident là-dedans. Hein. Il n'est pas évident que si c'est le produit de 2 matrices positives, le spectre soit fichu comme ça. Quant à la réciproque, elle est encore moins claire. Alors, la partie si on sait un produit, alors dans le spectre, il n'y a rien. Bon, on va le faire comme ça. On va dire, imaginons que B0, C0 plus lambda x soit égal à 0 avec un lambda strictement positif. Que j'ai un point dans le noyau. Ce qui veut bien dire, je raisonne par l'absurde, hein, je suis en train de regarder le produit de 2 matrices monotones et je suppose qu'il y a et je cherche à comprendre ce qu'il y a dans le noyau de B0, C0 plus lambda x. Ben, vous voyez ce qu'il faut faire, vous écrivez C0x plus lambda B0 moins 1 x égale à 0. Ça, c'est une matrice strictement positive. Ça, c'est une matrice positive ou nulle. C0 plus lambda B0 moins 1 est une matrice qui est strictement positive. Elle ne peut pas avoir de noyau. Ça entraîne que x égale à 0.
Donc déjà, effectivement, le produit de deux matrices positives est bien comme on veut, c'est-à-dire a un spectre qui est fichu comme il faut. Alors je vais vous donner l'ingrédient essentiel de la réciproque. C'est vraiment le point le plus important. Le point le plus important, disais-je, c'est de se dire que la question de cette factorisation de matrices monotones, cette question est en fait invariante par changement de base. Et ça, c'est rien d'évident. Parce qu'on pense changement de base, quand on fait des P-1, P, si ce n'est pas des matrices orthogonales, on va perdre la monotonie. Alors donc, on est dans la situation où on a A égale BC, et je vais faire un changement de base, et donc je vais dire c'est équivalent. Évidemment, P-1, B, c'est P. Alors, le réflexe naturel, c'est on a tous ce réflexe de mettre un P ici, un P-1 ici, et ça ne marche pas, parce que P-1 BP, si B est monotone, ce n'est pas nécessairement monotone. Et donc, la remarque de Louis est tout simple, c'est vous mettez un P transposé ici. D'accord ? Auquel cas, vous mettez un P transposé -1 ici. Et ça marche, parce que si B est positif, c'est équivalent à P-1 BP transposé positif. Et C négatif, positif, c'est équivalent à P transposé -1 CP positif. Donc, remarque toute bête, mais j'étais vraiment complètement passé à travers. C'est toujours les réflexes conditionnés. On glisse des P-1, des P et des P-1 au milieu. Alors, une fois qu'on a fait cette remarque, effectivement, on voit que, du coup, on peut se ramener le problème de la factorisation. On peut maintenant le poser sous les formes les plus simples que l'on puisse avoir dans le cadre des matrices réelles après changement de base. Alors, si c'est diagonalisable dans une base réelle, qu'un cas ultra particulier, sans parler de matrice symétrique, évidemment, là, le problème devient totalement évident. Ça veut dire qu'on a des valeurs propres réelles, et donc si elles ne sont pas négatives, elles sont strictement positives. L'affaire est entendue, on n'a même pas besoin de faire un produit. Donc ça, c'est un peu plus simple. Ensuite, le plus souvent, les matrices sont diagonalisables. Oui, mais dans le champ complexe. Là, il faut que les matrices soient réelles, de changement de base. Donc on a le droit de faire que des changements de base réels. Et donc, en désespoir de cause, il ne reste plus que les formes de Jordan. Alors, je vous passe les détails techniques avec les problèmes de multiplicité, de valeurs propres et les aspects de diagonale, de deuxième diagonale, forme de Jordan dans le cas réel, avec la multiplicité de valeurs propres. C'est des choses que probablement la majorité d'entre nous, y compris moi, avons essentiellement oubliées. Parce qu'en plus, ça ne sert pas à grand-chose, ces formes de Jordan. Il faut appeler un chat un chat. Ça ne fait pas partie des factorisations utiles, par exemple, en analyse numérique matricielle. Celles-là, on s'en souvient un peu plus, elles servent. Jordan, grosso modo, ce que ça vous dit, c'est que ça va vous ramener, en oubliant les problèmes de multiplicité de valeurs propres, à des blocs 2 par 2 qui sont des blocs de rotation. Okay ? Donc essentiellement, ça vous ramène soit des matrices, soit à une situation qui est diagonale par bloc. J'oublie le cas rare qu'on peut éliminer par perturbation et par dilatation, qui est un truc positif. Donc j'oublie le cas de multiplicité multiple, de valeurs propres multiples. Et donc, parce que ça c'est vraiment un phénomène rare pour le coup, et donc vous allez avoir une situation diagonale par bloc. Alors toutes les valeurs propres réelles, elles sont strictement positives, il n'y a rien à faire pour la factorisation. On va factoriser bloc par bloc. Et les blocs 2 par 2 sont des rotations. Et les rotations, dire qu'il n'y a pas de spectre négatif, ça veut dire que c'est précisément pas la rotation de 180 degrés. Et donc, je suis précisément dans le cas où je divise l'angle par 2, et je suis sûr que l'angle il est inférieur à 90 degrés, et ce sont donc bien des rotations monotones. Voilà. Donc, voilà pourquoi, effectivement,
toute matrice dans le spectre, c'est un truc rigolo, hein, on part des EDP, on finit par se poser des questions de factorisation de matrices, mais le plus rigolo est à venir, et ça c'est un problème ouvert que je juge extrêmement excitant, ce sera de faire ça pour des applications non linéaires. Donc il y a visiblement des factorisations cachées, mais ça, je ne sais pas trop le faire. Donc effectivement, on voit que sur l'exemple linéaire, on comprend que l'ensemble des conditions initiales matricielles pour lesquelles il n'y a pas explosion en temps fini, c'est caractérisé par ce spectre-là, bon, ok, et c'est obtenu par simple produit des cadres monotones. Ce que l'on avait observé, en tout cas dans le cadre non linéaire, qu'on savait faire. Alors, donc ça c'est bien, c'est qu'avec la monotonie plus la remarque de changement de composition, ben, on a obtenu toutes les conditions initiales qui marchent. Bien. Dans le cas linéaire, il n'y a plus rien à dire, parce que là, évidemment, il n'y a pas de solution faible. Une fois que ça a explosé, ça a explosé. OK. Alors, donc, il est grand temps maintenant d'abandonner, pour notre plus grand regret, les matrices et les formes de Jordan, et de revenir aux EDP et aux fonctions. Mais vous voyez, formule simple. Alors, formule simple, eh bien, on va avoir l'analogue